que bénévole du Centre sur les politiques scientifiques canadiennes, je vous souhaite la bienvenue à ce panel virtuel intitulé Comment le Canada peut tirer parti de son bilinguisme pour renforcer sa collaboration scientifique et technologique à l'échelle mondiale. Ce panel se veut en l'honneur de la Journée internationale de la francophonie, célébrée vendredi dernier le 20 mai. Avant de commencer, nous souhaitons reconnaître que, bien que cette rencontre se déroule en mode virtuel, nous nous réunissons depuis différents territoires traditionnels à travers l'île de la Tortue. Nous reconnaissons la présence continue et la résilience des peuples autochtones à travers le Canada et sommes reconnaissants de pouvoir nous rassembler et échanger. Nous vous invitons à prendre un moment de réflexion pour reconnaître les territoires depuis lesquels vous vous joignez à nous aujourd'hui. Je vous présente finalement la modératrice de ce panel, Alexandre Thibaudot. Alexandre est titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire de l'Université Laval. Et depuis novembre 2025, elle occupe le poste de scientifique en résidence à la délégation du Québec à Rome, dans le cadre d'un programme soutenu par le Fonds de recherche du Québec visant à favoriser les collaborations internationales en recherche et en innovation. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Atmel, pour cette introduction. Je suis heureuse aujourd'hui d'être présente. Au cours de la prochaine heure, on va s'entretenir avec 4 leaders du milieu de la recherche et de l'innovation sur le rôle du bilinguisme dans la facilitation des collaborations scientifiques internationales, ainsi que la contribution des organismes internationaux de recherche et des universités à l'avancement de cet engagement international. Tout d'abord, permettez-moi de vous demander d'écrire au fur et à mesure vos questions dans la fonction questions-réponses qui se situe en bas au centre. La messagerie, quant à elle, va être réservée aux commentaires généraux ou à la communication en cas de problème. Afin d'éviter la répétition, nous invitons à voter pour des questions que vous souhaitez voir abordées plutôt que de les resoumettre à nouveau. Super. Maintenant, je vais passer à la présentation de nos 4 panélistes. Tout d'abord, le professeur Jean-Pierre Perrault, qui est recteur de l'Université de Sherbrooke, également professeur de biochimie à la Faculté de médecine et des sciences de la santé depuis 1993, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures de 2017 à 2025. Il a notamment contribué à ce que l'Université de Sherbrooke se hisse à la 18e place au Canada pour les revenus de la recherche. Il a représenté l'Université de Sherbrooke sur de nombreuses tribunes et sans tous les nommer ici, puisqu'il y en a vraiment plusieurs, il a été président de la classe de 2021 à 2024, membre de différents conseils d'administration, dont entre autres celui du CRSNG, du FRQ et également de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Nous avons également en notre présence aujourd'hui le professeur Frédéric Bouchard, titulaire au département de philosophie de l'Université de Montréal depuis 2017, doyen de la Faculté des arts et des sciences. Il est actuellement président des conseils d'administration de la plateforme Érudit, de Bank et de l'Institut de recherche de biologie végétale et membre du CA du Milan. En septembre 2021, il a été nommé membre de la Société royale du Canada. À l'automne 2022, il a présidé le comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche qui a rendu en mars 2023 un rapport avec des recommandations clés pour l'avenir du soutien fédéral à la recherche. Nous sommes également en présence du professeur Janice Bellé, une dirigeante canadienne de la recherche, une administratrice scientifique dont la carrière est consacrée à l'avancement de la recherche interdisciplinaire, de l'excellence scientifique. Elle est actuellement vice-présidente à la recherche et directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec, secteur nature et technologie, où elle dirige la stratégie scientifique et l'orientation de la recherche dans des domaines des sciences, technologies, génie et mathématiques. Janice est membre du Forum international des femmes, membre émérite de la Société pour l'étude de la reproduction, membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé et a été nommée chevalière dans l'ordre des palmes académiques par le gouvernement français. Et finalement, la dernière et non la moindre, la professeure Martine Légacé est actuellement vice-présidente adjointe promotion et développement de la recherche au sein du bureau de vice-président recherche et innovation à l'Université d'Ottawa. Elle est professeure titulaire au département de communication et affiliée à l'école de psychologie.
Outre son expérience administrative, elle possède une vaste expertise en journalisme. Elle a travaillé à Radio-Canada pendant plus de 10 ans. Les recherches de la professeure Lagacé portent sur le bien-être des personnes âgées. Ses travaux contribuent grandement à l'avancement des connaissances sur les aspects psychosociaux du vieillissement. Elle a mené plusieurs enquêtes de terrain au Canada et à l'étranger. Et d'ailleurs, elle publie régulièrement des articles dans des revues scientifiques, et ce, dans nos deux langues officielles. Donc, merci aux panélistes qui sont présents avec nous aujourd'hui. Avant de commencer dans le vif du sujet, on vous invite à prendre un petit moment pour répondre à un sondage démographique qui devrait apparaître sous peu. Donc, on peut débuter avec la première question avec le professeur Jean-Pierre Perrault de l'Université de Sherbrooke. À titre de recteur de l'Université de Sherbrooke et ancien président de la CFAS, vous avez une vision globale du sujet. Pouvez-vous nous parler du contexte actuel de la recherche en français et des opportunités qu'offre le bilinguisme pour le Canada? Bonjour, merci Alexandre de l'invitation. Je commencerai en fait, je pense qu'il faut faire un pas arrière pour regarder de manière plus globale la situation actuelle. Je pense que c'est pas vous révéler un secret qu'on est dans un monde en pleine mutation, euh, qu'il y a de la désinformation, qu'il y a des enjeux géopolitiques et ça nécessite nécessairement qu'on pense à la souveraineté scientifique du Canada, technologique et culturelle. Je l'ai peut-être pas mentionné, mais tout l'aspect de désinformation, c'est un élément qui est particulièrement important, en fait, à l'ère de notre temps. Donc, je pense qu'il faut penser diplomatie scientifique et le fait qu'on soit un pays avec des institutions universitaires qui sont bilingues devrait beaucoup nous favoriser, en fait, pour prendre beaucoup plus grande place à l'échelle mondiale. Ceci dit, il faut quand même regarder à deux niveaux cette discussion-là. Je pense qu'il y a un aspect qui est très interne au Canada. Tout la place de la recherche en français est important. La phase a publié en 2021 un portrait de la recherche en français. On y découvrait là-dedans qu'il y a de moins en moins de chercheurs. En fait, il y a une proportion importante de chercheurs qui sont francophones au pays. Si on se rappelle les chiffres, 63 000 personnes vivent de la recherche, 28 000 sont des francophones, donc c'est très significatif et c'est bien au-delà du Québec. Ceci dit, on soumet peu de demandes de demandes de fonds qui sont en français et évidemment, on publie peu par le fait même parce que la publication, c'est l'aboutissement d'un projet de recherche. Donc, lorsqu'il est réfléchi en anglais, ben, ça fait qu'on publie moins en français. Donc, il y a un enjeu interne qui est important et il faut maintenant que la modernisation des lois sur les langues officielles, il y a une place pour le français, puis il va falloir vraiment lui donner une pleine place. Maintenant, à l'ère de l'IA, il y a peut-être une opportunité ici. Et ensuite, il y a tout l'aspect de diplomatie scientifique à l'échelle internationale. Je ne sais pas sans vous rappeler qu'au sud de notre frontière, nous avons un voisin qui est plutôt turbulent, qui a toujours été un partenaire vu comme un grand frère, mais qui est moins un bon grand frère que ce qu'il a déjà été. Et donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir différemment nos collaborations à l'échelle internationale. Dans certaines disciplines telles que la médecine, où c'est que la collaboration était très forte nord-sud, il faut peut-être davantage une collaboration qui va vers des pays de l'Europe, la Suisse, la France, etc., et j'en passe. Mais il faut penser différemment, en fait, le positionnement qu'on va prendre à travers la planète. Et je pense que notre bilinguisme peut nous aider à ce niveau-là. Vous êtes sur Sourdine? Merci beaucoup, professeur Perrault, pour cette superbe entrée en matière. Ça ouvre plusieurs places à la réflexion. Nous allons ensuite passer pour la deuxième question avec le professeur Bouchard, qui s'en va comme suit. Selon vous, comment le Canada peut-il tirer parti de son bilinguisme pour soutenir sa vitalité interne? Merci de l'invitation puis pour la question. En fait, ce que je vais dire est vrai. Oui, le bilinguisme, mais je vais parler de la recherche en français ici. Et la raison que je vais l'aborder comme ça, c'est que beaucoup de choses que je vais dire, ça serait tout aussi vrai pour le Brésil en portugais ou pour le Japon en japonais. D'accord? Donc, il y a des particularités québécoises. Jean-Pierre les a mentionnées avec raison. Je vais focaliser sur deux tendances, j'ai envie de dire, globales, qui sont en continuité avec ce qui a été dit précédemment, puis qui sont informées. Bon, on a mentionné, bon,
il y a l'ACFAS auquel j'ai participé, mais beaucoup de ce que je dis, c'est à travers la lorgnette de mon travail avec Érudit et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, et aussi le travail sur notre rapport. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a deux tendances. D'une part, il y a un retour de politique industrielle à travers le monde. C'était quelque chose qui avait été délaissé dans beaucoup de pays, mais que là, des politiques industrielles reviennent. Or, ces politiques industrielles-là sont presque tout le temps associées à des politiques scientifiques assumées et des objectifs de diplomatie scientifique précis. Donc, quand on regarde, par exemple, le rapport Draghi sur la compétitivité européenne, il fait un clin d'œil aux politiques scientifiques, à Horizon Europe, à tous ces programmes-là. Bien, le rapport de diplomatie scientifique européenne dit qu'il faut faire de la diplomatie scientifique, entre autres, avec des pays qui ont des valeurs communes ou des intérêts communs et des projets communs. Donc, de développer la recherche en français augmente notre diplomatie scientifique. Jean-Pierre en a fait état aussi. Mais ce qu'on sous-estime, c'est à quel point c'est de plus en plus important pour notre visibilité économique de partenariat stratégique avec d'autres pays où c'est associé à des politiques industrielles. L'autre tendance, elle, qui est beaucoup plus récente, donc ça, ce que je viens de dire, quelque part, ça aurait été vrai dans les années 90, ça aurait été vrai dans les années 80. Bon, les politiques industrielles étaient plus ou moins populaires à ce moment-là, mais le lien entre politique industrielle et politique scientifique, c'est quelque chose qu'on voit dans les pays riches depuis une quarantaine d'années. Ce qui est nouveau, c'est bien sûr à cause de l'intelligence artificielle. On ne parlait pas de souveraineté numérique. Et donc, avec l'intelligence artificielle, mais surtout avec les plateformes dominantes qui sont des plateformes privées, des plateformes américaines ou des plateformes autoritaires ou avec sous contrôle autoritaire en Chine, il y a plein de pays qui se posent la question, comment ou jusqu'où doit-on assumer notre souveraineté numérique? Et parce que l'impératif devient stratégique, c'est comment peut-on garantir notre capacité politique ou notre capacité économique si de plus en plus de nos actions sont en interaction avec des plateformes, oui, des plateformes numériques en général, mais surtout en intelligence artificielle dans des pays qui n'ont pas toujours notre bien-être à cœur. C'est un euphémisme. Donc, dès qu'on commence à parler de souveraineté numérique, et ça, c'est une particularité de certains pays, dont spécifiquement le Canada à cause du fait français, la France, le Brésil pour le portugais, on le voit un peu en Allemagne avec l'allemand. Il y a un lien, le Japon, c'est différent comme enjeu, mais il y a un lien fort entre souveraineté numérique et souveraineté culturelle au sens large. Parce qu'il y a un enjeu de vouloir afficher, nourrir, influencer les plateformes, mais aussi le discours global, par un contrôle sur les politiques culturelles. La politique culturelle est une exclusion du traité de libre-échange avec les États-Unis depuis le début, mais là, ça prend une couleur numérique, la souveraineté numérique qui devient essentielle. C'est pas juste d'avoir ses propres centres de données, c'est d'avoir contrôle sur ses contenus et sa manipulation des contenus. Et donc, la souveraineté culturelle, oui, culture, mais culture scientifique aussi, on a besoin d'instruments qui nous permettent de diffuser la connaissance, notre connaissance, par nos propres moyens. Et c'est là qu'on voit vraiment l'enjeu de la recherche en français comme une pierre d'assise. Moi, je le vois plus avec Érudit et BANQ et l'ACFAS. Ça devient un outil de souveraineté culturelle qui renforce la souveraineté numérique. Mais ça, c'est quelque chose dont on ne parlait pas il y a 3 ans, où on en parlait très peu. Érudit est né comme un désir de souveraineté numérique, mais ce n'était pas un enjeu aussi vital à l'échelle de l'intérêt national que ce l'est aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Bouchard. Un lien très intéressant entre la souveraineté numérique, la souveraineté culturelle, nos valeurs. J'ai bien hâte d'en vous entendre au deuxième tour. Maintenant, allons-y avec la professeure Bellé.
La question va comme suit. Dans un contexte de pluralité linguistique, comment les organismes subventionnaires peuvent-ils adapter leurs approches pour soutenir la formation de la relève et renforcer la portée de la recherche en français? Et merci beaucoup de cette question. Merci aussi de l'invitation. Très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je, je trouve important que les organismes subventionnaires d'abord travaillent proche avec les institutions académiques pour toujours valoriser, peut-être rendre plus contemporain qu'est-ce qu'on valorise comme excellence ou comment est-ce qu'on juge l'excellence en recherche. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut peut-être viser des évaluations un petit plus contemporaines. Donc peut-être une chose importante pour les relèves, puis aussi pour les chercheurs eux-mêmes aussi, c'est important, je trouve, d'intégrer plus la capacité de travailler et diffuser en français comme une compétence à valoriser dans les programmes, soit de recherche ou de formation, si je parle des étudiants gradués à la maîtrise ou au doctorat. C'est très important de aussi encourager la rédaction scientifique en français, soit les articles ou les thèses, etc. Et honnêtement, pour faire suite aux commentaires auparavant, je pense que ce genre de vision de valoriser les publications ou les disséminations en français ou dans les langues autres que anglais sera plus facile avec les collaborations canadiennes, québécoises, avec les pays qui sont pas les États-Unis. Je pense que j'avais déjà vu que cette plurilinguisme est très confortable en Europe, même avec nos collaborations avec le Royaume-Uni, Allemagne, etc. Puis aussi avec, comme l'a dit le professeur Bouchard, au Brésil, Amérique latine. Donc, je pense que les pratiques de publication, par contre, varie considérablement selon les disciplines. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les chercheurs et les chercheuses en STEM, donc les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Cette communauté probablement va continuer de publier majoritairement en anglais. Mais peut-être, comme mentionné tout à l'heure, les traductions par intelligence artificielle va commencer d'être plus utilisé et facilitera la disponibilité des articles dans les langues autres que l'anglais. Une chose que j'aimerais juste partager, je rêve un peu d'une création d'une revue québécoise composée des articles de synthèse en français. La plupart des introductions des thèses rédigées au Québec sont déjà en français et les versions de ces revues ou ces introductions peuvent être condensées. Et ces travaux peuvent constituer des articles de synthèse. Et cette recherche québécoise, dans ce cas, peuvent être très valorisée et diffusée en français. Moi, j'ai eu le grand honneur de visiter Mali il y a quelques années. Puis je dois dire, les bibliothèques universitaires au Mali sont très minces. Je pense donc, ils ont très peu d'accès au niveau de l'Internet pour les articles ou les revues scientifiques, etc. Puis ils sont pas nécessairement une très bonne maîtrise de l'anglais, même pour les revues en anglais. Donc, je trouve que des articles de synthèse ou des volumes québécoises en français ou canadiennes québécoises peuvent être très intéressants pour des pays qui ont peut-être pas qui n'ont pas le même privilège que nous d'accéder à ce genre d'informations. Mais je dois dire aussi que les vulgarisations scientifiques doivent être beaucoup mieux reconnues et valorisées. OK? On travaille au Canada, surtout au FRQ, pour essayer de changer la façon que l'excellence en recherche est évaluée. Donc, je pense que la mobilisation des connaissances auprès du public et le milieu utilisateur devrait être très valorisée. Je dois dire que la majorité de nos recherches sont financées par les fonds publics. Donc, c'est-à-dire, c'est nos impôts. Donc, je pense que les gens qui payent pour ces recherches devraient avoir accès à ces informations. Puis, un dernier petit mot. Jean-Pierre a parlé tout à l'heure par rapport à la lutte contre ou la désinformation. Puis, la lutte contre la désinformation est un défi majeur par tout le monde. OK? Et donc, pour le combattre, diffuser les informations fiables,
et favoriser les dialogues dans les espaces publics avec la langue appropriée, avec un vocabulaire clair. Ce sont vraiment des moyens de renforcer ou lutter contre les désinformations, puis aussi renforcer la confiance auprès de la science et son importance dans la société. Donc, à ce niveau, le Québec et le Canada devraient piloter ce genre d'efforts avec notre capacité, ou en tout cas avec notre bilinguisme anglais, français, mais aussi avec les langues autochtones. Parfait, merci beaucoup, professeur Bellé. Le message clé que je retiens, c'est qu'il faut augmenter la diffusion de notre recherche en français auprès des pairs, mais également au grand public. Vous avez apporté plein de belles pistes de réflexion de comment on pourrait y arriver. Donc, ça va être intéressant de poursuivre la discussion. On va maintenant passer à la dernière panéliste, professeure Lagacé, pardon. Dans un contexte de diversité linguistique comme celui du Canada, quel rôle joue la formation en français et le bilinguisme institutionnel dans le développement de la relève scientifique? Ben, d'abord, encore une fois, merci pour l'invitation. Merci pour la question aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dites là, par mes collègues avec lesquels belle matière à réflexion, la diplomatie scientifique, souveraineté culturelle, souveraineté numérique, importance de valoriser la mobilisation des savoirs, des connaissances en français. Bon, c'est sûr que nous, on évolue dans un contexte un peu différent, dans ce sens que notre université, où en fait, on va parler ici de francophonie en contexte minoritaire, ce qui fait que je dirais que notre mission est encore plus unique parce qu'il faut soutenir la recherche en français, la création des savoirs en français, de la diffusion des savoirs en français dans un contexte où, bon, l'hégémonie, c'est bien sûr la langue anglaise. Donc, on est confronté, je dirais, à une mission qui porte certainement, qui sous-tend certainement ces défis. Du coup, je pense que trouver des mécanismes pour soutenir la recherche en français dans un contexte linguistique minoritaire, en francophonie minoritaire, devient d'autant plus important. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en la mission, au contraire, du bilinguisme. Votre question porte sur la question de la formation de la relève. Euh, à mon sens, c'est très riche pour un étudiant, d'étudiant doctorant, un étudiant de maîtrise, d'être capable de naviguer, par exemple, dans des contextes de littérature à la fois anglophone, à la fois francophone. Ça permet une plus grande maîtrise de son sujet. Et c'est ce qu'on essaie d'offrir en mettant différentes infrastructures en place, des mécanismes de soutien pour faire de la recherche à la fois en français, à la fois en anglais. Ça sous-tend bien sûr toujours le risque d'aller vers l'anglais. On le voit, les francophones en contexte minoritaire ont tendance à aller vers l'anglais. Donc, ce que ça veut dire quand on est dans ce contexte minoritaire linguistique, de donner encore plus de soutien pour la recherche en français. Je vais me permettre de donner un exemple dans le contexte de notre université, à l'Université d'Ottawa, où on a créé un collège des chaires de recherche sur le monde francophone qui permet tout à la fois à des anglophones, mais aussi à des francophones de faire de la recherche dont l'objet est la francophonie québécoise, la francophonie canadienne et la francophonie internationale. Donc, je pense qu'il faut trouver, encore une fois, des leviers, des moyens, à la fois pour valoriser le bilinguisme, mais aussi dans ce contexte de valorisation du bilinguisme en recherche, éviter les écueils qui font en sorte qu'on va basculer, les étudiants vont basculer vers l'anglais en donnant davantage de soutien pour la recherche en français, notamment la valorisation de la recherche, publication en français et aussi la mobilisation des connaissances. Puis vous y reviendrez un petit peu plus tard, j'imagine, mais l'avantage, et là je bascule au-delà de la question de la formation, mais de la recherche en français dans un contexte qui est aussi ouvert à la recherche bilingue, permet de diversifier nos partenariats de recherche. Le professeur Perrault le mentionnait au début, on est dans un contexte géopolitique où nous n'avons plus le choix de diversifier nos partenariats de recherche. Et donc, cette pluralité linguistique donne un avantage très compétitif au Canada, là. Parfait. Merci beaucoup, professeur Lagacé. Vous devancez un peu la suite de la discussion, effectivement, dans la continuité de nos échanges. Oui, maintenant, on a beaucoup parlé de la qualité interne de la recherche en français, mais j'aimerais élargir la discussion à sa dimension internationale. Si je peux un peu parler de mon exemple de scientifique en résidence dans une délégation du Québec à l'international. J'observe au quotidien que le bilinguisme canadien et sa francophonie, c'est pas seulement une caractéristique culturelle, comme ça a été dit, mais c'est également un véritable levier stratégique en diplomatie scientifique.
Le bilinguisme, c'est vraiment un outil qui est très puissant pour faire de l'inclusion de la science, surtout dans les espaces internationaux. La langue représente souvent la première barrière, mais ça peut aussi être une excellente porte d'entrée. La capacité de naviguer entre le français et l'anglais, ça permet au Canada, mais aussi à des provinces comme le Québec, où c'est la langue officielle, de naviguer, de vraiment être capable de se positionner, de faire un pont entre différents écosystèmes scientifiques. C'est particulièrement visible dans des collaborations avec l'Europe, l'Afrique francophone, ainsi que dans des forums multilatéraux. D'ailleurs, cette année, pour la semaine de la francophonie, c'est au Québec que le rapport de l'OIF a été diffusé sur la langue française, puis on souligné que 65 des francophones se trouvent aujourd'hui en Afrique, ce qui renforce encore le rôle du français comme langue d'inclusion, de connexion et des espaces scientifiques qui sont en pleine croissance. La langue, c'est pas seulement un outil ou un ensemble de règles grammaticales, c'est un système de valeurs, de références, c'est une manière de penser, de partager des repères culturels. Ça facilite l'établissement d'un climat de confiance. C'est souvent vraiment la base de collaborations scientifiques qui vont être plus riches, plus durables. Je le constate ici même à Rome où je fais ma résidence scientifique avec les fonds de recherche du Québec. Ici, à Rome, on a la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, où le français est vraiment une langue de travail qui est très importante. C'est hérité d'une longue tradition de diplomatie. Cette réalité favorise des échanges qui développent de nombreuses collaborations scientifiques, notamment avec le Québec en français. On peut penser, par exemple, à un projet qu'on a qui est financé par le Québec, SAGA, qui appuie directement les communautés locales, les agriculteurs de la Côte d'Ivoire, d'Haïti et du Sénégal. Donc, soutenus par des financements québécois, ils vont illustrer de manière concrète l'impact de la diplomatie scientifique francophone et donc du bilinguisme au Canada. Sur ce petit partage d'expérience de ma résidence, on va passer au deuxième tour de questions et on va y aller justement avec professeur Bellé. Comme j'ai eu la chance de l'observer sur le terrain avec justement un programme des fonds de recherche du Québec, le Québec entretient des liens forts avec la francophonie scientifique. Comment ces réseaux peuvent-ils être élargis pour inclure davantage de collaboration avec des partenaires non francophones tout en conservant notre avantage linguistique? Merci beaucoup de cette question, puis j'ai vraiment apprécié vraiment, Alexandre, votre vraiment description de votre vie maintenant comme scientifique en résidence, surtout à Rome, et puis avec FAO, etc., puis les liens francophones, puis l'importance de la francophonie. Puis donc, c'est exactement où j'allais commencer avec cette question. C'est vraiment le français peut être un avantage géopolitique et scientifique pour les réseaux Québec-Canada francophones sur les enjeux où la diversité linguistique est cruciale. Et ça peut être, en tout cas, je ne sais pas, des discussions ou des actions ou des initiatives pour adresser les enjeux environnementaux ou la santé mondiale, l'intelligence artificielle responsable. Donc, tout ça, le français, dans tous ces contextes, le français peut être vraiment une langue de dialogue international et peut être probablement plus réaliste avec les agences liées avec le FAO, l'Organisme des Nations Unies, etc., lorsque le français est beaucoup plus utilisé. Mais j'aimerais aussi juste parler au Québec, le scientifique en chef du Québec, Rémi Carillon, est aussi président de INGSA, ça veut dire International Network for Government Science Advice. Et ce réseau international est composé des conseillers scientifiques, évidemment, auprès des gouvernements. Donc, ça comprend à peu près, si je me trompe pas, à peu près 140 pays. Et il a commencé un sous-groupe francophone peut-être pour accélérer ou discuter davantage et valoriser les enjeux en français. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est comme un sous-groupe à l'intérieur d'un grand réseau qui est important. Donc, on peut partager certains intérêts en français. Mais l'autre chose, j'aimerais juste parler de nos propres expériences avec les FRQ puis les collaborations qu'on avait faites avec les pays non francophones. Donc, et dans ce contexte, je trouve que le Québec ou le Canada français peut jouer un rôle clé comme une interface entre des pays francophones et des pays non francophones. Donc, on a des collaborations avec le Royaume-Uni,
Et le Royaume-Uni a identifié l'Afrique comme un partenaire prioritaire pour les collaborations internationales. Donc, le Canada français peut vraiment ou devrait collaborer vraiment étroitement avec le Royaume-Uni pour faire ou assurer qu'il y ait une pente réalisée avec les pays d'Afrique francophone. Parce que sinon, ces pays risquent d'être vraiment marginalisés, oubliés dans ces types d'initiatives. C'est une grande population, donc je pense qu'on a un très bon rôle à jouer à ce niveau. J'aimerais juste aussi parler d'une collaboration, notre collaboration avec le FRQ et le Royaume-Uni, puis il y avait aussi d'autres acteurs canadiens. C'était une relation très, très positive. Le programme visait à travailler avec les communautés arctiques dans leur effort pour adapter au changement climatique. Donc, comme j'ai mentionné, il y avait d'autres joueurs canadiens, le CNRC, Savoir pour le Canada, Parc Canada, ainsi que les Inuits. Et toutes les documentations produites dans le cadre de ce programme ont été diffusées en anglais, en français et aussi en Inuktitut. Puis je trouve ça, c'est vraiment intéressant. Donc, encourager l'utilisation de la langue française a renforcé vraiment notre crédibilité et a démontré notre capacité à valoriser d'autres langues minoritaires comme les langues autochtones. Donc, je trouve que cette approche de linguistique inclusive constitue un levier important pour les collaborations internationales pour le Canada. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup. Très intéressant d'apporter le point aussi des langues autochtones qui sont très importantes au Canada. Maintenant, on va continuer avec le professeur Lagacé. Je vais un peu vous lancer dans ce que vous étiez déjà parti en vous demandant pourquoi faire de la recherche dans la langue d'attache, mais aussi comment ça peut favoriser nos partenariats à l'international. Ben, je pense que je vais bâtir un peu sur ce que vient de mentionner ma collègue. Elle a parlé de l'avantage finalement du bilinguisme et bien sûr de la francophonie, c'est que ça permet de créer des ponts entre différents écosystèmes francophones et anglophones. C'est encore une fois, je me répète, c'est un avantage là, en termes de diplomatie scientifique, diplomatie linguistique pour le Canada. Donc, ça permet de créer des partenariats, bien sûr, du côté de la francophonie avec l'Europe, mais aussi avec l'Afrique et l'Afrique francophone, mais aussi l'Afrique anglophone. Et je vous dirais que la francophonie aussi vient à nous pour le bilinguisme également. Je reviens sur cette idée de pouvoir créer des ponts entre les partenaires anglophones et francophones. Et là, je reviens sur cette question davantage du bilinguisme. Ça nous permet de diversifier encore une fois nos partenariats de recherche. Et on revient à ce qu'on disait au début, on est dans une ère géopolitique où nous n'avons pas le choix que de diversifier nos partenariats de recherche. Donc, cet avantage du bilinguisme, il joue particulièrement de manière évidente là, dans le contexte géopolitique actuel. C'est un avantage aussi en matière d'innovation. Parler d'innovation, c'est parler aussi de pluralité linguistique, c'est parler aussi de francophonie, c'est parler de bilinguisme également. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour cette intervention. Ça revient plusieurs fois dans toutes les interventions, vraiment le pont que peut faire notre bilinguisme au Canada au niveau des partenariats. C'est très intéressant. On va poursuivre maintenant avec le professeur Perrault. Et la question, il va comme suit. Comment le bilinguisme peut-il devenir un véritable levier de positionnement international pour une université canadienne, non seulement pour attirer des talents, mais aussi pour accroître l'influence scientifique du Canada dans les grands réseaux internationaux? Merci pour la question que je trouve particulièrement intéressante. En fait, je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a celle, premièrement, du recrutement chez nous de talents internationaux. On l'a vu récemment, il y a eu des initiatives au Fonds de recherche du Québec avec les chaires du Québec, du côté fédéral avec les chaires Impact Plus. C'est une manière d'attirer des championnes et des champions, en fait, qui vont venir élargir, augmenter notre savoir collectif, renforcer en fait les rangs de la qualité de la recherche au Canada et contribuer à notre souveraineté scientifique. Mais à chaque fois qu'on recrute ces gens-là,
En même temps, ce qu'on recrute, c'est tout un écosystème de contacts à travers la Terre. Et ça, donc là, ça m'emmène dans la deuxième dimension, c'est du positionnement que l'on fait en même temps pour créer des nouvelles collaborations, parce que ces gens-là étaient déjà au travail aux quatre coins de la planète et avaient leur propre réseau, leur propre façon de former, ont déjà formé des étudiants qui sont devenus des professeurs, des chercheurs à leur tour, etc. Donc, ça nous sert dans les deux dimensions. J'insiste aussi beaucoup sur, il y a un élément que je veux apporter, c'est que le fait que notre pays soit bilingue, que nos universités, les grandes universités, ont tous des stratégies d'accueil pour mieux favoriser l'intégration de ces gens-là avec des centres de langue, etc., fait qu'on peut le faire tout en leur facilitant la vie et tout en respectant aussi notre identité francophone ou anglophone en fonction d'où on est à travers le pays. Et ça, je pense, c'est une véritable force, une fois de plus, qui résulte beaucoup de nos institutions qui sont bilingues. Et donc, c'est du positionnement. Puis je voudrais étendre un peu la discussion, mais je pense, si je ferais un rêve, en fait, je regarderais dans mes idéaux, je pense qu'on aurait un avantage à pousser encore beaucoup plus loin le bilinguisme et toute la discussion science-société pour devenir un véritable endroit où c'est que la science, la recherche, les données probantes font partie d'une discussion générale avec la population. Merci beaucoup, professeur Prévost, pour cet échange super intéressant, surtout au niveau d'acquérir des talents peut nous permettre aussi d'avoir tout cet écosystème qui vient avec. Donc, vraiment très intéressant ce point de vue. Et avant de terminer avec notre dernière question, je vous rappelle que vous pouvez aller poser vos questions au niveau du petit onglet questions et réponses et également voter pour votre question préférée. On va pouvoir avoir une petite quinzaine de minutes pour y répondre par la suite. Et sur ce, pour la dernière question de ce panel avec professeur Bouchard. Donc, dans un contexte où la production des connaissances est de plus en plus liée aux enjeux de souveraineté culturelle et numérique, comme on l'a dit au premier tour, comment le bilinguisme canadien peut-il contribuer à renforcer l'influence du Canada dans les espaces scientifiques internationaux, tout en préservant la diversité des approches et des traditions intellectuelles? En fait, je vais le mettre autrement. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui arrive? Donc, si on ne s'occupe pas de la vitalité, de la recherche en français, mais encore une fois, des traditions, je dirais des cultures nationales dans le développement de la connaissance, qu'est-ce qui va arriver? Jean-Pierre a fait état d'approcher la question sous le thème du rapprochement sciences-société. On a S'il y a de la recherche, c'est parce qu'elle est rendue possible ou elle est soutenue par le public. Et donc, c'est tout à fait légitime pour la société de vouloir utiliser cette science-là ou vouloir la mettre à l'œuvre pour répondre à ses problèmes, à ses défis. Et si on ne développe pas à l'échelle locale les propres mécanismes pour partager notre savoir, si disons, mon cousin me pose une question sur mes travaux et que je ne suis pas capable de lui répondre dans sa langue, c'est comme si je lui disais que son soutien à moi, c'était pas pour l'aider lui, c'était pour contribuer à quelque chose d'autre hors de la société. Bon, ça c'est vrai à l'échelle locale. Ensuite, quand on étend ça d'une manière internationale, bien, c'est que ça permet de faire des nouvelles solidarités, des nouvelles comparaisons avec d'autres communautés qui ne sont pas nécessairement des communautés francophones, mais qui peuvent peut-être aussi être des communautés soit minoritaires, soit des communautés avec des particularités culturelles ou linguistiques qui changent sa pratique au développement scientifique. Et donc, on a beaucoup à apprendre dans les deux sens du terme. Nous, on peut apprendre aux autres et on a beaucoup à apprendre des autres dans comment on traduit, ou pas traduit, comment on réfléchit au développement de connaissances à travers le prisme de nos différences langagières, culturelles, nationales. Donc, en fait, c'est que ça nous permet étrangement, en fait, je pense à l'œuvre littéraire de Michel Tremblay. L'œuvre littéraire de Michel Tremblay, c'était hyper local. Il parlait d'une culture sur des balcons. Là. Tu sais, c'était une manière de vivre
dans une certaine communauté culturelle, socio-économique, une certaine réalité. Et pourtant, plus il était authentique dans comment décrire l'expérience vécue de ces gens-là, plus c'est devenu parlant pour d'autres personnes partout sur la planète qui vivaient les mêmes choses. Si on essaye d'homogénéiser le développement de connaissances et de dire finalement, il n'y a que d'une manière d'exprimer, de décrire la science, puis là, c'était en anglais, à une autre époque, c'était en français, à une autre époque, c'était en latin, mais je dirais, en ce moment, on pense surtout en anglais. Si ce qu'on communique comme chercheur, c'est que la science, en fait, c'est pas grave si elle est homogénéisée. D'une part, on dit à nos sociétés locales que leur réalité particulière ne mérite pas un traitement particulier, ne mérite pas qu'on s'attarde à elle d'une manière spécifique. Puis ce qu'on dit ailleurs dans le monde, c'est que leur propre différence et leur propre distinction n'a pas d'atout particulier à donner à la science globale. Et donc, la recherche en français, c'est à la fois un geste pas juste de respect, mais de reconnaître nos responsabilités par rapport à la société les communautés qui rendent notre action possible. Et de manière globale, c'est une manière de dire, ben oui, c'est important pour nous, mais on comprend tout à fait que ce que vous faites pour vous est important aussi pour vous. Donc, c'est un geste de reconnaissance de dignité de la différence, pas juste au pays, mais pour les différences dans d'autres pays. Et c'est très concret, là. On parle de diplomatie, mais fondamentalement, c'est une manière d'amplifier nos relations avec d'autres pays, avec d'autres communautés. Et ben, pour le meilleur et pour le pire, c'est une leçon qu'on apprend très durement ces temps-ci, avec le changement dans le ton d'alliance traditionnelle. Mais ça, même s'il n'y avait pas eu ce bouleversement-là, je dirais, il faut encourager la diversité des approches en sciences, pas juste en langage, pas juste dans les langues utilisées, mais dans les cultures, parce que c'est une manière de reconnaître l'apport particulier de toutes les personnes qui contribuent à la connaissance. Parfait, merci beaucoup, professeur Bouchard, pour cette intervention. Je retiens surtout la phrase que j'ai trouvée très forte, qui m'a beaucoup résonné, que la recherche en français, c'est un geste de reconnaître la responsabilité par rapport aux communautés qui ont rendu ces actions possibles. Donc, vraiment, une belle phrase à retenir. Donc, merci à tous pour cette super discussion. Ce que je retiens de nos échanges, c'est que la recherche bilingue, notamment en français, au Canada, ça ne relève pas d'un simple enjeu linguistique, mais bien d'une stratégie scientifique, culturelle, politique. On avait deux segments un peu plus sur la recherche interne. On a vu que le bilinguisme canadien, ça peut renforcer notre formation de la relève. On a parlé de souveraineté culturelle, de numérique, d'améliorer l'accès au public des savoirs, également lutter contre la désinformation. Sur un plan un peu plus international, on a parlé que notre bilinguisme, ça nous permettait de faire des ponts dans nos partenariats, d'enrichir les partenariats qu'on peut faire avec d'autres pays. Il y a la professeure Bellé qui nous a parlé notamment du Royaume-Uni et des pays francophones de l'Afrique. Donc, plusieurs discussions super intéressantes. On peut peut-être prendre, si vous avez une petite remarque finale, un petit message pour notre relève scientifique ou des décisions politiques que vous voulez partager, vous pouvez y aller. Sinon, on va pouvoir passer à la période de questions. Donc, je rappelle que vous pouvez l'écrire dans la section questions et réponses. Super. Donc, on peut y aller avec une question, si vous le souhaitez bien, de Chloé Henry, qui s'adresse à la professeure Bellé. Donc, professeur Bellé, je la lis comme ci. Professeur Bellé expliquait que la traduction avec l'intelligence artificielle faciliterait la disponibilité des connaissances dans une langue autre que l'anglais. Mais comment s'assurer que l'IA soit bien accueillie auprès de la communauté des chercheurs et correctement utilisée, sachant que certains termes sont difficilement traduisibles, par exemple? Donc, tout ce qui est question d'utiliser, dans votre commentaire, d'utiliser l'IA pour la traduction des contenus. Oh oui, merci de cette question puis cette observation parce que tout à fait, on n'est pas encore rendu là. OK? C'est juste que il y a 6 mois, l'IA et la traduction étaient beaucoup plus faibles qu'il est même aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même du potentiel, puis on ne devrait pas avoir peur. Il faut juste utiliser ces outils de façon très responsable. Puis ça va pas être parfait, mais ça va être mieux que vivre
dans une ignorance, simplement parce qu'on a une peur d'une technologie qui pourrait quand même nous aider. Donc, je regarde mes collègues, surtout Frédéric, le philosophe. Peut-être j'ai dit quelque chose vraiment, vraiment inapproprié, mais je pense que c'est une opportunité. OK? Le IA, ça peut être un outil très intéressant. Puis, on n'est pas encore rendu là, mais je pense que ça peut être quelque chose dans le futur proche. Je veux peut-être rebondir ici pour ajouter, en fait, avec l'IA, nous avons l'obligation de toujours s'assurer qu'il y aura un vocabulaire Yep. technique en français. Et ça, Ouais. c'est essentiel parce que c'est essentiel aussi pour enseigner. Donc, c'est une protection même de l'utilisation du français pour faire de la recherche qu'on est en train de faire. Alors, pour moi, c'est une motivation, en fait, qui devient intéressante. Merci pour cet ajout qui est très pertinent. Je me permettrai de continuer avec ma propre question qui est venue pendant la discussion avec professeur Bailey et professeur Lagacé, qui va dans la même suite. Il y a vraiment, en tant que jeune chercheur, moi-même, il y a très peu, j'ai terminé mon doctorat, il y a vraiment une pression de publier en anglais, puisqu'on pense, peut-être à tort, hein, vous pourrez en discuter, que l'excellence en sciences, ça se publie en anglais au niveau, si on veut aussi que ça soit vu au niveau international. Puis comment on peut faire en sorte de produire plus de savoir en français? Je crois que vous avez déjà commencé à donner quelques éléments, mais comment on peut encourager nos jeunes chercheurs à publier plus en français? Si je peux, Je, je- Martine, oh, je t'en prie. allez, non, allez-y. Oui, mais ça va être très, très court. Je pense que le superviseur a un rôle, le superviseur d'une thèse de maîtrise ou doctorat a un rôle immense à jouer pour encourager ses étudiants, ses étudiantes. C'est facile de basculer, en effet, surtout dans les sciences naturelles, médecine, etc., de dire à son étudiant, ben, tu vas avoir un plus grand terrain, un plus grand bassin de lecteurs. Mais je pense que comme gens convaincus de la vitalité, l'importance, la pérennité de la recherche en français, on a aussi un rôle à jouer d'encourager nos étudiants à persévérer et à produire de la recherche en français. Et j'ajouterais aussi toute la question de la reconnaissance, encore une fois, de la mobilisation des connaissances. Il y a les publications, mais il y a aussi les forums grand public. Il y a aussi les interventions dans les médias. Ça compte maintenant dans la progression de carrière d'un chercheur. Et ça, c'est des messages importants aussi pour la relève. Il faut reconnaître, il faut qu'on ait des mécanismes qui permettent de reconnaître la mobilisation des connaissances en français. Donc, moi, je pense que c'est quasiment une responsabilité personnelle de chercheurs. Là, on est en chercheurs francophones aujourd'hui, de s'assurer d'appuyer la relève et d'encourager la relève de persévérer à publier en français. Ça ne veut pas dire de tout faire nécessairement. Je le vois, moi, à l'Université d'Ottawa, il y a cette tendance à aller vers l'anglais, mais à tout le moins qu'il y ait l'effort de publier quelques articles, des initiatives de mobilisation des connaissances en français. Je pense que le superviseur a un rôle ultra important à jouer à ce niveau-là, là. Mm. Parmi les premiers articles que Albert Einstein a écrits pour publier sur la relativité générale puis la relativité restreinte, c'est des textes en allemand. Et il publiait en allemand parce que les experts dans le domaine comprenaient tous l'allemand. Et c'était pas juste c'était pas juste des Allemands, ça pouvait être des gens d'autres pays, mais tout le monde parlait l'allemand. C'est tout à fait légitime et normal de communiquer la science dans la langue de ses pairs, des autres experts. Et parce que ce qu'on veut, quand on publie un article, c'est qu'on veut pas juste faire, on veut pas finir une discussion, on veut en commencer une. Donc, de publier un article en anglais parce que les experts dans son domaine communiquent en anglais, c'est pas juste légitime, c'est nécessaire. Là où il y a un débordement, en quelque sorte, c'est quand on ne valorise que ce type d'impact de la recherche. Et c'est là où il y a des facteurs sociologiques, institutionnels, culturels, mais en gros, collectivement, puis c'est commencé depuis des années, on commence à valoriser d'autres types d'impact de la recherche au-delà de la reconnaissance par les pairs internationaux. Donc, il ne faut pas perdre la reconnaissance par les pairs internationaux parce qu'on développe la connaissance dans des expertises très pointues. Et bien, il y en a un qui est à Sydney, puis l'autre qui est à Jakarta, et ils écrivent en anglais. Donc, il faut encore, bien sûr, qu'on publie en anglais,
malgré les autres responsabilités qu'on a par rapport à la société. C'est comme ça qu'on va perfectionner la connaissance. Mais on ne devrait pas valoriser que ce type de production scientifique, parce que c'est valoriser seulement la publication ou la production de connaissances auprès d'un public très restreint. Et au cours là, ça fait moins que 40 ans, là, mais je dirais au cours des 20 dernières années, on a vu un accent de plus en plus assumé d'augmenter ou de valoriser les autres impacts de la recherche. Et je dirais, c'est la même logique avec des brevets. Dans certains contextes scientifiques, les brevets ne sont pas valorisés, alors que c'est un vrai impact de la recherche. Mais il dit, ouais, mais tu aurais dû publier à la place. Bien, on est en train d'évoluer par rapport à c'est quoi les impacts positifs à valoriser. Et les communautés scientifiques, je dirais, sont à la fois la source, mais aussi le public cible de ce changement de discours. Mais à la base, en valorisant un plus grand éventail d'impacts de la recherche, bien, ça devient évident que de ne faire que un seul type d'impact, c'est un problème. Juste publier en anglais, ça limite l'impact de sa propre recherche. En même temps, ne pas le faire limite les impacts de sa propre recherche. Donc, c'est d'avoir une vision beaucoup plus nuancée et riche de c'est quoi l'impact de nos recherches. Puis je pense que ça traduit la réalité de la chose. Puis c'est qu'on est rendu à un niveau de maturité de politique scientifique, je dirais, dans plusieurs pays, pour reconnaître la nécessité de diversifier ces impacts. Très intéressant. Je poursuivrai avec un commentaire qui va vraiment dans la discussion que vous avez, que j'ai eue, de la part de Corneille, qui dit en Haïti, par exemple, beaucoup de recherches sont publiées autant dans le pays qu'à l'étranger, mais le problème de la vulgarisation fait que la réception de tel contenu n'est pas si grande. Donc, un peu comme on a dit, qu'on a un public très restreint. Pensez-vous qu'une approche marketing de la recherche pourrait aider au renforcement de la découvrabilité francophone? Merci. Je suis vraiment pas sûr, en fait, que c'est un aspect de marketing. C'est une façon plutôt de livrer l'information, d'utiliser différents moyens. Vous voyez le mur en arrière de moi, c'est la preuve par l'image. C'est différents moyens plutôt qu'il faut utiliser pour intéresser les gens. Puis on retombe à ce moment-là dans toute la discussion qu'on avait précédemment, ou encore quand je mentionnais tout cet aspect, l'importance de la discussion science-société. Il faut utiliser différents véhicules pour faire circuler l'information. Et à ce moment-là, on contribue à tout un peuple. C'est intéressant parce que la découvrabilité est devenue un enjeu récent, explicitement au Québec et en France. Il y avait des dialogues là-dessus récemment. Et un des enjeux, je reviens à la souveraineté numérique, c'est est-ce que nous avons les infrastructures technologiques, puis là, je pense au travail que fait Érudit, BANQ le fait et d'autres, pour, en quelque sorte, s'assurer que, par exemple, est-ce qu'on a les métadonnées qui font que le contenu que nous générons, quelle que soit la langue, est visible par, disons, les algorithmes. Et donc, l'enjeu, et c'est vrai en Haïti aussi, la découvrabilité, il y a des questions comment on le traduit, comme Jean-Pierre le dit, de différentes manières pour différents publics. Il y a aussi une responsabilité, j'ai envie de dire, d'infrastructure. C'est comment on s'assure qu'on a les moyens d'être compétitifs, disons, dans des plateformes technologiques pour que les usagers qui, eux, sont habitués à certaines plateformes, trouvent nos contenus et s'y abreuvent plutôt que des contenus qui sont générés par d'autres consortiums. Et merci beaucoup. On est pratiquement à la fin du temps, donc je vais tout de suite lancer une dernière petite question. Et si vous avez le temps, l'envie, vous pouvez aller directement aussi répondre au niveau des questions. Mais allons-y pour une toute petite dernière question de Éric Chauvery qui demande est-ce qu'il y a des exemples d'initiatives ou des programmes de formation à la recherche vraiment bilingues? Et avec quel effet à moyen terme? Je peux prendre la balle au bon, là. Je vais être un petit peu territoriale. Je pense, parce que ça a été le parcours du combattant. On a mis en place à l'Université d'Ottawa un programme de doctorat
bilingue, complètement bilingue au département de communication. Bilingue étant, l'étudiant doit être capable de naviguer d'un cours en français vers un cours en anglais, d'un cours en français, donc il y a une alternance. Et je reviens un petit peu à ce que je disais en début de discussion aujourd'hui. On a vu combien ça outille les étudiants à la fin de leur parcours doctoral d'être capables justement d'acquérir des connaissances en français et en anglais. Je trouve que c'est un modèle qui fonctionne encore très, très bien aujourd'hui, qu'on essaie d'exporter peut-être à plus grande échelle et qui évite une tendance vers l'anglicisation et qui permet justement à l'étudiant de s'ouvrir à des champs de connaissances à la fois en anglais et en français. Donc, c'est un petit exemple que je voulais donner, mais qui démontre, je pense bien, les avantages du bilinguisme pour la relève en recherche. Parfait, mais merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je pense que c'était vraiment une discussion très enrichissante. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses avec vos échanges. Maintenant, pour tous les gens qui sont présents avec nous, je vous invite à répondre à un sondage qui va être encore une fois lancé sous peu. Ça va être grandement l'organisation des différents panels par le CSPC. Je remercie bien évidemment nos panélistes qui ont généreusement accepté d'être avec nous aujourd'hui, mais également je remercie Katrina et Mérida Harini du CSP pour l'organisation du panel, ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré dans les coulisses aujourd'hui pour faire le succès du panel. On avait Othniel qui a fait l'introduction, Trudy, Luciani et Kim. Et bien, merci à tout le monde qui était présent pour participer à notre discussion. Je vois, oui, le panel est lancé. Vous pouvez continuer à répondre. Et bien, merci à tous nos panélistes. Parfait. Belle journée à tout le Merci monde. beaucoup. Bonne Et au journée. Au revoir, revoir.